Bonjour à tous. Alors j'ai là un papier intitulé « Lettre de Beji Qaïd Essebsi aux participants au colloque de Paris, Bourguiba, une modernité tunisienne ». Et je pense que de ne pas mentionner sa qualité de président de la République est délibéré, voulant dire qu'il est témoin, qu'il est l'ami, qu'il est le disciple de ce personnage multidimensionnel. Voilà donc M. Marcel Pochard, président de la Cité internationale universitaire de Paris, Mme Karine Cambi, déléguée générale de la Cité internationale universitaire de Paris, M. François Neuville, représentant du recteur chancelier des universités de Paris, M. Jean-Claude Casanova, président de la Fondation nationale des sciences politiques, Son Excellence, M. Mohamed Ali Chiri, ambassadeur de la République tunisienne à Paris, Monsieur le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mesdames et Messieurs les directeurs des maisons de la Cité internationale, Monsieur Imed Friha, directeur de la Maison de Tunisie, Monsieur Abdelhamid Largesh, directeur du laboratoire du patrimoine de l'Université de Manouba, honorables invités, chers étudiants résidents de la Fondation de la Maison de Tunisie. Bourguiba, enjeu de savoir et de devoir de mémoire. Et on me dit que c'est le président lui-même qui a mis ce titre. Je salue cet événement heureux qui se tient en hommage à un homme exceptionnel, Habib Bourguiba. J'ai eu le plaisir de préfacer l'ouvrage Bourguiba, le retour, élaboré par des chercheurs et académiciens intéressés par le parcours exemplaire de leaders nationalistes et par la glorieuse page d'histoire qu'il a écrite avec ses compagnons du mouvement national. Et j'apprécie la tenue de votre deuxième colloque à Paris à l'occasion du 60e anniversaire de son retour d'exil. Cette commémoration coïncide avec la célébration du 90e anniversaire de la Cité internationale universitaire de Paris. J'aurais aimé être présent avec vous pour livrer mon témoignage et contribuer à vos débats. Votre rencontre constitue un événement important qui montre que Bourguiba est perçu désormais, à juste titre, comme un objet de savoir académique. C'est ainsi que l'histoire a eu vite raison de l'oubli. Comme je l'ai écrit dans ma préface à l'ouvrage cité, mais aussi dans mes témoignages écrits il y a des années, du temps où Bourguiba était condamné à l'oubli. Des ouvrages historiques nombreux ont certes immortalisé l'œuvre de Bourguiba, ils lui ont rendu un hommage mérité de son vivant. Mais ces livres écrits pendant son règne portent malgré leur valeur le sceau de l'histoire officielle. Rien ne vaut la démarche scientifique de l'historien-chercheur, jaloux de l'exercice de sa liberté académique et son jugement objectif, parce qu'il prend du recul, contextualise ses propos, croise ses informations et les données de ses archives. Rien ne vaut le discours libéré de tout a priori et de toute idée préconçue et l'indépendance d'esprit du pelotologue qui analyse les faits et actes politiques en les ramenant au système qui les justifie et au modèle de référence qui les sous-tend. Je voudrais mettre l'accent sur 2 ou 3 choses que je retiens de ce long parcours d'un homme qui a marqué son siècle et dont l'histoire se confond avec la naissance de l'État moderne en Tunisie. Si le mouvement national tunisien pour l'indépendance a été l'un des plus pacifiques, des plus civils et des plus évolués dans le contexte des années 50, il le doit pour une très bonne part à Bourguiba, à sa vision politique et aux stratégies qu'il a déployées pour mettre toutes les chances du côté de la cause nationale. Il comprenait bien que ce n'est que ce qu'était un rapport de force et agissait en conséquence. Il avait le courage de sa pensée et savait faire prévaloir son idée, même quand il était minoritaire. Je citerai un seul exemple. En 1943, au moment où les élites politiques arabes de l'Orient surtout, mais aussi une bonne partie de nos élites nationalistes,
versé dans une logique simpliste, croyant que les forces de l'Axe allaient gagner la guerre et vivaient dans l'illusion de profiter de la débâcle hypothétique des puissances occidentales pour se libérer de la colonisation, Bourguiba, du fond de sa détention, n'a rien concédé à ceux qui l'ont libéré en appelant ses camarades à se ranger clairement du côté des démocraties alliées et à ne pas céder à la tentation de la collaboration avec les puissances de l'Axe. C'était là le combat d'un homme seul qu'il a su mener et gagner. Je peux témoigner de sa grande lucidité et de ses talents de grand pédagogue du temps où j'étais jeune étudiant à Paris et militant à l'EMNA. En effet, je l'ai connu de près au moment où il essayait, en vain, de convaincre la France d'aller jusqu'au bout de cette promesse vers la fin de l'année 1951 et le début de 1952. À l'occasion de l'une de ces discussions particulièrement édifiantes sur la guerre de Corée, Bourguiba tentait d'atténuer nos ardeurs de jeunesse en nous expliquant les enjeux de la guerre froide qui se profilait et qui a fini par diviser le monde, réalité que beaucoup n'ont comprise que lorsque le rideau de fer s'est abattu sur l'Europe, selon les propos de Churchill, avec l'édification du mur de Berlin en 1961. Jeune étudiant à Paris, je découvrais la politique avec Bourguiba. Je découvris les secrets de la géopolitique. J'ai eu la chance d'écrire et de témoigner sur la vie et l'œuvre d'Habib Bourguiba, que j'ai longuement fréquenté depuis mon séjour d'études à Paris jusqu'à l'œuvre de construction de l'État national. Étant moi-même acteur de cette longue épopée, je ne peux prétendre à l'objectivité absolue. La véritable objectivité ne réside-t-elle pas d'ailleurs aussi dans la conscience et l'aveu de notre propre subjectivité? Je suis ouvertement adepte de l'école bourguibienne et je me considère comme un disciple de Bourguiba, même si j'ai eu avec lui des désaccords à une étape où je considérais que le train des réformes s'était arrêté, notamment sur le plan du développement politique. Mais j'ai appris aussi que l'histoire ne retient que l'essentiel et que, de ce point de vue, elle retiendra que Bourguiba est le bâtisseur d'un État moderne fondé sur un modèle de société évolué. Ce projet a duré et résiste et nous en sommes les dignes héritiers. Si la société tunisienne a pu résister aux vents mauvais qui ont emporté d'autres sociétés, c'est que le premier président de la première République tunisienne a osé des réformes durables et profondes qui ont transformé radicalement la société tunisienne. Il a libéré la femme et construit une société autour de l'école moderne. Ce sont, à mon avis, les principales réformes qui se sont inscrites dans la durée, tout comme Khaireddine Becha, qui a fondé un siècle auparavant le collège Sadiki. Bourguiba a compris que la connaissance et le savoir constituaient les valeurs suprêmes de la société, de la modernité, et en cela, il a été un grand humaniste. Chers professeurs et chercheurs, chers invités, j'ai été ces dernières années à repenser cet héritage à la lumière des temps présents, dans le tourbillon des événements qui ont secoué la Tunisie et d'autres pays. J'ai pu mesurer à quel point cet héritage réactivé avec intelligence et patriotisme avait pesé dans la résistance civile contre le vent de fanatisme qui a soufflé sur le pays. J'ai dû rappeler moi-même, à plus d'une reprise, l'importance vitale de cet héritage et notre intérêt à revenir aux sources du réformisme bourguibien. Bourguiba constitue pour nous avant tout un objet de ce savoir. Pour moi, il constitue un devoir de mémoire et un héritage intime, politique et intellectuel. Je rends hommage à la mémoire de l'homme, à l'héritage éclairé de sa pensée universelle et patriotique. Je voudrais saluer cette heureuse et troublante coïncidence entre deux anniversaires, celui de retour d'un leader de son exil
est celui de la fondation de la Cité internationale universitaire où Bourguiba a logé du temps où il était étudiant. Cette cité, fondée entre les deux guerres, se voulait un espace pacifiste de rencontres et d'échanges entre les jeunesses du monde. Et en cela, Bourguiba a été un messager de la paix et de la non-violence et a répondu de la meilleure manière aux vœux profonds des initiateurs du projet même. Et c'est avec émotion et fierté que je salue l'initiative heureuse de doter la Cité internationale universitaire d'un nouveau pavillon qui portera le nom Bourguiba. C'est là un signe de reconnaissance à la mémoire d'un homme qui a su incarner les valeurs de paix et de concorde entre les jeunesses et les nations du monde. Je salue votre effort à revisiter cette histoire avec des éclairages nouveaux et vous souhaite plein succès à vos travaux en espérant lire bientôt les travaux de cette brillante rencontre. Merci à vous.